Époque, le Salon des livres de Caen, 2021. Bonjour à toutes et à tous. Époque 2021, la revanche sur cette édition 2020 qui n'avait pas pu avoir lieu. Et tandis que Flaubert fait Florès en librairie grâce à son bicentenaire, alors qu'on sort tout juste de celui de Napoléon, il y avait un mort et un vivant, choisissez votre camp. Nous poursuivons nos rendez-vous en mode radio, super média pour cette drôle d'époque, qui me permet d'ailleurs un double salut, si vous le voulez bien, en introduction. Il y a plus de 40 ans, dans une radio que tout le monde a oubliée, qui s'appelait Gilda, la radiopolitaine, nous avions une rubrique quotidienne qui s'appelait Le Gueuloir. C'était une radio d'expression. Mais oui, et le Gueuloir, c'était bien sûr un hommage à qui vous savez. Et l'autre salut, alors je ne sais pas si ça existe encore en radio, mais c'est une spéciale dédicace à une lectrice, une grande lectrice qui s'appelle Flora, qui est loin d'ici, dans la bonne ville du Mans, qui a l'habitude de venir à Époque, qui n'y vient pas cette année et pour cause. Donc si elle nous écoute, je la salue bien volontiers parce qu'elle a un fils, Flora, qu'elle a prénommé Flaubert. Mais oui, mais oui. Voilà, c'est parti avec cette rencontre que j'ai intitulée là ce matin, comme ça, sans avoir l'imprimature de la direction, dans les pas, dans la tête et à la table de Flaubert. Et autour de notre petite table, ici, sont réunis Marie-Hélène Lafont pour Flaubert tout court, qui est une adaptation de son Flaubert Forever, qui a déjà quelques années. Et ça, c'était sorti dans la maison d'édition qui lui est chère, qui s'appelle Bûcher-Chastel, dans la collection Les auteurs de ma vie. Et à votre côté, Marie-Hélène Lafont, Valérie Duclos pour À la table de Flaubert, rubrique, chapitre, rayon, beau livre, avec les très belles photographies d'Emmanuel Gscherf. C'est publié aux éditions des Falaises. C'est donc une édition locale pour, je ne me trompe pas, Guillaume Xerve. J'ai dit quoi? Emmanuel. Ah, c'est Guillaume. Mais oui, c'est écrit en plus, comme moi je peux dire ça. Guillaume Cher, qui est l'un de vos complices dans votre métier de presse. Vous pouvez me couper comme vous voulez, hein. Je suis en train de faire un monologue. Vous pouvez en dire davantage sur peut-être l'histoire de ce livre et sa genèse. Alors, À la table de Flaubert est partie d'une lecture, d'une information, comme quoi la nouvelle directrice de Rouen Tourisme, Delphine Croc, qui a été nommée il y a 2 ans, souhaitait, parmi ses dossiers, mettre en avant, évidemment, le bicentenaire, la naissance de Flaubert. Dont acte, je lis ça un matin en prenant le train, en allant travailler à Paris, où je suis journaliste culinaire. Mais j'habite... Beau métier. Magnifique métier. Un métier passion. Je lis ça le matin et puis j'ai cogité parce que je ne sais pas, je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire. J'avais lu Flaubert, j'avais quelques souvenirs de Madame Bovary, mais c'était il y a si longtemps que, pourquoi pas, sans doute par curiosité et peut-être mon côté un peu scolaire de temps en temps. Dans l'après-midi, j'ai pensé au chef rouennais qui était quand même beaucoup dans la panade parce qu'on était déjà au cœur de la pandémie, puisque le livre a été imaginé au début de l'année dernière. Et j'ai pensé au chef rouennais, je me suis dit pourquoi ne pas transcrire les écrits de Flaubert du 19e dans des assiettes du 21e et de confier à des chefs rouennais uniquement parce que Flaubert est né et mort à Rouen, confier à des chefs rouennais uniquement des intitulés, parce qu'au-delà de la très longue description du mariage de Emma et Charles Bovary, on trouve ça et là des intitulés délicieux. Et donc je suis allée voir les chefs et je leur ai dit qui a envie de travailler autour de l'andouille, qui a envie de travailler autour de la tourte, etc. Et ça s'est monté comme ça. C'est un jeu délicieux. Marie-Hélène Lafont, votre Flaubert, Forever. Lecture de jeunesse, j'imagine, formatrice. Flaubert Forever, c'est le titre donc d'un texte dont j'ai publié une première version courte il y a quelques années déjà. Et ce texte, en fait, se dilate constamment parce que je dis volontiers, le texte commence ainsi d'ailleurs, que je vis un peu avec lui. Nous faisons bon ménage, c'est facile avec les morts. Je l'appelle le bon Gustave.
Et j'ai constamment, si vous voulez, une sorte de dialogue, de vie quotidienne entretenue avec, avec Flaubert, avec ses textes, avec sa correspondance. Je crois que c'est la correspondance qui a tout fait basculer, parce que j'ai lu Madame Bovary à l'école. J'ai ensuite eu vraiment un coup de foudre avec Un cœur simple, qui est un des textes les plus tardifs de Flaubert, 30 pages absolument fulgurantes. Donc ça, je l'ai lu à 19 ans et ça a été un basculement dans le rapport à l'écriture, puisque j'avais déjà le désir d'écrire que je n'écrivais pas. Mais je dis volontiers que Ce cœur simple, c'est le bréviaire absolu pour moi. En termes d'écriture. Vous voyez, c'est le texte que j'emporterai sur une île déserte. C'est toujours cette même vieille question. Vous emporteriez quoi sur une île déserte? Mais moi, j'emporterai les 30 pages de Flaubert, Un cœur simple. Voilà. Donc, et ensuite, bien plus tard, j'en suis venue à la correspondance. C'est quand j'ai lu la correspondance que j'ai commencé à vivre avec lui au quotidien, en fait. En quelque sorte. Nous avons commencé à faire ménage, à faire couple, à faire vieux couple. Et au fond, ça, c'est la chronique du vieux couple que je forme avec Gustave Flaubert. Et cette chronique est évolutive. J'ai d'autres motifs que je rumine et que j'ajouterai sans doute probablement un jour à ce texte-là, qui connaîtra peut-être une autre version publiée. Voilà comment ça se passe. C'est votre flamme que vous lui déclarez. Lisez-nous donc les quelques phrases de la 4e de couverture. Flaubert à cheval. Flaubert fut beau. Flaubert fut jeune, glorieux, blond, bouclé, grand et bien fait. Flaubert eut mal aux dents. Il fut foudroyé à 22 ans sur le chemin de Pont-l'Évêque. On ne sait pas bien par quoi il fut foudroyé. Il le fut, et il échappa au droit, et il put commencer à devenir. Le fort et brave Gustave. Alors nous sommes accompagnés pendant toute cette heure et quart. Nous allons avoir droit à beaucoup de lectures de la part de la compagnie Grain de Sable, qui est avec nous. Alors Grain de Sable, je vous les présente en la personne de Philippe et Vincent, Philippe Muller et Vincent Vernillat, complices depuis très longtemps. Vous les connaissez bien d'ailleurs, Marie-Hélène Lafont, vous étiez avec eux l'année dernière, et on les retrouvera une bonne partie de l'été pour les rencontres théâtre et lecture en Normandie autour de Flaubert. Ce sera précisément entre le 17 juillet et le 22 août, je ne me trompe pas, dans une quinzaine au moins, presque vingtaine de localités en Normandie. Les deux d'ailleurs, les deux Normandies, ou la Normandie oui. réunie. Mais oui, bien sûr, la Normandie tout entière, de part et d'autre de la Seine. Vous savez que la géographie nous permet encore de parler, beaucoup ne le font plus, nous permet encore de parler de la basse et de la haute Normandie, il n'y a pas de raison. Enfin, moi, je le fais. On est ici à Caen. Si on commençait justement à propos de voyage, par la lecture d'un premier texte, une partie de ce texte figure À la table de Flaubert, tout à fait, à la page 91. Mais vous en faites vos choux gras. On parlera beaucoup de cuisine, mais là on parle de géographie et d'escapade normande, de Gustave et de son ami Maxime Ducamp, à la découverte de la Basse-Normandie. Donc il est là par Pont-l'Évêque et par Caen, mais oui, il passe à Caen, et il est en route vers la Bretagne. Nous sommes en 1847. Il a donc 26 ans. 26 ans. Il est peut-être déjà un peu moins fougueux. Je ne sais pas, peut-être, parce qu'il va s'empâter assez vite, le brave Gustave. Enfin là, ça doit aller encore. Surtout le voyage en Orient, Il a 1849-1951, ouais, qui va lui faire perdre ses cheveux et prendre une bedaine définitive. Et de surcroît, il avait de mauvaises dents. Il a eu très tôt de mauvaises dents, les dents gâtées. On le suivra grâce à vous tout à l'heure en Orient. D'abord, Caen, la baie du Mont-Saint-Michel et un voyage dans le temps. Donc un extrait de Par les champs et par les grèves. Nuit en diligence, jour gris se lève, plaque d'argent dans le ciel bleu mat, puis ligne d'or que déchirent les clochers de Caen. Promenade dans les prairies, hippodrome pour les courses, Saint-Étienne, superbe roman. Le cintre des premières galeries est très large, joli chapiteau des colonnes de la nef comme des ventres. Dans le chœur, archivolte, ornementation d'un bâton passé dans des anneaux. Un homme, dans un des bas-côtés, à droite vers le milieu, qui se pollue.
Saint-Jean, gothique, bas, lourd, lustre de cristal dans le cœur donne de l'animation à l'église. Elle tombe à gauche, surtout l'entrée, la maison voisine la soutient. Église Saint-Pierre, vilaine voûte à cause de l'entrecroisement exagéré des nervures, surtout à l'abside où courent dessus des arabesques. Le mélange des formes carrées Renaissance, des culs de lampe avec les formes ogivales choque. Il n'est rien de pire que la statue de Louis XIV sur la place royale, tout nu, avec un casque et une épée. Effet superbe de palais de l'université, faculté de droit, de médecine, des lettres, etc. Rien au musée d'histoire naturelle. On ne peut pas s'empêcher, en voyant des collections de province, de regretter tout l'argent inutile que ça a coûté. Buste de Dumont d'Urville, toujours le grand homme local, parce qu'il était du pays de Condé-sur-Noireau. Partie de Caen après le dîner à 6h en Tilbury. Longue promenade au bord de l'eau sous des arbres, très triste à cause du jour vert, à travers la campagne peuplée. Village. Passage du bac, le petit cheval blanc un peu ombrageux avait peur. Dives, le vétérinaire ivre. Nous emplissons nos gourdes et nous partons. Au loin, au fond de la mer, le phare du Havre. Nous montons la côte de Houlgat et nous nous perdons. Traversés dans un champ, broussailles, mauvais terrain, la lune nous éclairait et nous perdait. Les rigoles qu'on ne voyait pas mouillaient le terrain où nous enfoncions. Enfin, après beaucoup de peines et d'efforts, nous parvenons à la grève. Marée basse, sable brun, rouge. La lune, toute basse sur les montagnes, derrière nous, prolongeait notre ombre à nos côtés. Elle brillait. Phosphorescence dans les flaques d'eau. Les étincelles filaient des deux côtés de notre soulier quand nous marchions dedans. Nous étions plus silencieux que la nuit et plus sombres qu'elle, car elle était sereine et douce. J'ai eu un instant, un épouvantement de la nature. Je sentais trop qu'elle m'envahissait. À peine, de temps à autre, échangions-nous un « Eh bien, vieux !» qui retombait de suite. Quelquefois, des ombres grandissaient et des douaniers s'approchaient de nous avec cet air particulier qu'on a quand on s'aborde la nuit. Barque dans laquelle il y avait des filets. Max était harassé et a songé à la bonne partie de novembre que cette barque-là m'a remise en mémoire. Il y avait 5 ans, à même époque, par une nuit chaude aussi. J'allais à pied pour gagner Trouville, tout seul. Le jour venait et j'y allais maintenant, mais je ne devais pas cette fois y trouver une famille et en remporter une affection. Je devais n'y trouver que des souvenirs et n'en remporter pour le pays lui-même qu'une sorte de haine mouillée. Lumière du quai. Lieutenant de douane qui faisait son inspection avec son petit chien qui rôdait. Marais, nous roulons dans les joncs. Nous arrivons enfin à la lumière du poteau qui reculait toujours. Max reste pendant que je vais réveiller le passager qui se réveille et consent à grand-peine à nous passer. J'ai du mal à me reconnaître sur le quai. J'entre et le père et la mère David ne me reconnaissent pas. Il faut me nommer. Est-ce qu'on se reconnaît ? Se reconnaît-on soi-même ? Nous buvons une bouteille de vin, nous mangeons un morceau de fromage de Pont-l'Évêque, cuisine, fauteuil. Alors Flaubert ne nous dit pas ce qu'ils ont mangé à l'auberge du Bras d'Or. Alors nous allons leur choisir une recette, par exemple, page 102 du livre À la table de Flaubert. La soupe à l'oignon. Pour 4 personnes, 4 oignons, 20 g de beurre doux, une cuillère à soupe de farine, 100 g de gruyère râpée, 1 litre de bouillon de volaille, 4 tranches de pain de campagne, sel et poivre. Épluchez les oignons et coupez-les en fines rondelles. Faites fondre le beurre dans une casserole et faites revenir les oignons 3 minutes. Saupoudrez les oignons de farine. Mélangez et poursuivez la cuisson 30 secondes. Salez, poivrez et versez le bouillon. Couvrez et laissez cuire 30 minutes. Versez dans une soupière allant au four, parsemez de gruyère râpée et passez sous le grill 3 à 4 minutes. Servez avec des tranches de pain de campagne doré. Alors cette recette, ils ont choisi la soupe à l'oignon, ils avaient libre choix. On la trouve dans votre livre. On imagine la recette de la soupe à l'oignon, elle est absolument inchangée. Elle était au chapitre Bouvard et Pécuchet, qui évidemment s'en délectent. On peut imaginer que Flaubert s'en
régalait aussi. Qu'est-ce que vous en savez? J'aurais adoré Partager. partager une table avec lui, mais comme malheureusement je n'ai qu'une vie, je ne sais pas s'il s'en délectait. Mais ça reste un plat, je dirais, ancestral, campagnard, de pauvre peut-être hier, très actuel aujourd'hui, parce que ça correspond à la bistronomie, aux choses un petit peu rustiques, réconfortantes. Un terme qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, c'est de la doudou food, c'est cette chose qui nous fait du bien. Mais le terme d'époque, je ne sais pas. L'idée a été de confier à Philippe Molinier, un des 15 chefs qui a accepté de collaborer à la table de Flaubert, de lui dire soupe à l'oignon. Et après, de mettre, il m'aurait mis des 4 épices dedans, par exemple, ou une chose un petit peu. C'était pas grave. C'est son interprétation du 21e siècle par rapport à un propos du 19e. Alors, je ne sais pas si c'est de la doudou food, j'en doute. Vous auriez pu aller chercher, page 84, la recette de tripes au calvados. Non. Non? Non. Ah non? Pas vous? Non, pas moi. Alors, c'est curieux parce que là, je ne la connaissais pas, je ne sais pas comment elle est interprétée. Elle est faite avec du cochon, alors que la tripe, d'habitude, c'est pas du cochon. Même chose, Ok, liberté. liberté, égalité et gourmandise. Qu'est-ce que vous savez, vous, Marie-Hélène Lafont, des goûts culinaires de Flaubert? Alors moi, en vous écoutant, je me dis que Flaubert, il a mangé, il a vécu, il a dormi, il a pensé, il a rêvé, il a écrit toute sa vie, s'est habillé, s'est lavé les dents, a tout fait toute sa Pas vie. vraiment bien les dents, Non, visiblement. pas oui, mais enfin, Oui. il a quand même dû se les laver. En fils de famille, voyez, et de famille très cossue, de la bourgeoisie très cossue, où on avait cuisinière, etc., etc. Alors, je ne sais pas si la soupe à l'oignon, par exemple, se pratiquait dans ce type de milieu. Vous voyez, dans la cuisine de ménage de ce type de milieu, je n'en suis pas certaine qu'à la table de famille de la famille Flaubert, on servait de la soupe à l'oignon. En revanche, il aurait tout à fait pu en manger avec Maxime Ducamp, en effet, dans sur la route, voilà, quand il partait comme ça en bordée et en virée. Mais sinon, Flaubert, il a quand même vécu en dehors du voyage en Orient, donc un an et demi à peu près, et des escapades ici ou là. Il a quand même vécu d'une manière extrêmement sédentaire, soit dans la nébuleuse familiale et quand même principalement avec sa mère et sa nièce qu'il a élevée, puisque sa mère et lui ont élevé la nièce de feu, sa sœur Caroline, morte en couche, laquelle nièce s'appelait Caroline, laquelle nièce avait un père qu'on s'est empressé d'évincer afin d'élever la petite à l'intérieur de la famille. Vous voyez, c'est quand même une famille très intestine, hein, et très insulaire, et très bourgeoise, très cossue. Donc, il a mangé cossu, il a mangé grand bourgeois, Flaubert. Peut-être pas beaucoup de soupe à l'oignon, et certainement des nourritures très roboratives. Moi, je pense que Flaubert devait manger beaucoup et faire beaucoup la sieste. Alors, je crois savoir qu'il avait une relation particulière à la bouffe. Parce qu'il pouvait faire des jeûnes aussi. Et visiblement, les gros repas, il les faisait avec ses camarades à Paris, chez Georges Sand d'ailleurs, ou voilà, quand il était invité. Oui. Là, les banquets étaient pour ces moments-là. C'était un fort mangeur dans les banquets. Et ça va aussi avec... C'était un braillard de premier ordre. Le gueuloir, le fameux gueuloir. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait un abattage phénoménal. Il mangeait, parlait, mangeait beaucoup, à tel point, c'est Georges Sand qui le dit dans sa correspondance, à tel point que quand il restait quelques jours quelque part, on en était presque fatigué. Parce que Tourguenieff, par exemple, ne pouvait pas en placer une. Ah oui. Parce qu'il remplissait tout l'espace. Et en plus, il faut imaginer le corps de Flaubert. Hein. Il était, pour un homme de son époque, grand, et à partir de l'âge de 30 ans, costaud. 1m83, Voilà. 118 kilos Voilà. à 50 ans. Vous vous rendez compte, il occupait un volume considérable. Bon, ces 118 kilos, ils ne sont pas venus à force de jeûne. Hein. La moyenne de la taille moyenne chez les hommes est alors inférieure à 1m70. Oui, Donc voilà. C'est pour ça que... 1,69. C'est pour ça que, vous voyez, bon, alors on a toujours cette image-là, et puis on a une iconographie scolaire autour de lui, on le voit avec ses bajoux, etc. Et moi, j'aime bien penser aussi à ce jeune homme fringant qu'il fut, éblouissant de beauté, hein, jusqu'à l'âge de 25-26 ans.
Vous l'écrivez comme ça, tendre carnassier. Oui, oui, parce que je crois qu'il mordait à sa façon dans la vie, dans la nourriture, dans l'écriture, dans la langue, dans l'érudition aussi. À tout propos, il s'enfonçait dans des tunnels d'érudition dès qu'il s'agissait de travailler pour Salammbô, par exemple. Hein. Il abattait des kilomètres et des kilomètres de bibliographie. Encore plus pour Bouvard et Pécuchet. Oui, bien sûr, pour Bouvard et Pécuchet encore plus. Et à côté de ça, on le voit dans sa correspondance justement, il est d'une tendresse, d'une sensiblerie peut-être très fin 19e, vous voyez, mais quand il écrit à sa sœur, quand il écrit à sa nièce, quand il écrit à sa mère, hein, il a des câlineries, il a des doudou phrases. Voilà, vous avez parlé de doudou food tout à l'heure. Hein. Il a des doudou phrases, Flaubert. Dans la correspondance avec George Sand, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est un appétit de la vie. Et je trouve que ça lui correspond vraiment. Oui, mais vous avez raison, un appétit de la vie, ça lui correspond vraiment. Et ça s'assortissait, lui, ça se double d'une vertigineuse mélancolie. Vertigineuse. Et je crois que cette mise en tension constante de son être entre ces deux pôles est constitutive de son travail d'écriture. Il a le vertige tout le temps et il a un appétit d'ogre pour le monde et pour la vie. Le canard au sang, par exemple, vous ne concevez pas les tripes, mais le canard au sang, il a dû... Non, c'est pas que je ne conçois pas les tripes. C'est vrai que les tripes sont très normandes, mais ça fait pas partie des plats qui, personnellement, me feront courir au restaurant qui, Dieu merci, ont réouvert. Le canard au sang... Spécialité de Rouen, hein, je le précise. Bien pour les sûr, Canets. le club des Canardiers a pris jour à Rouen, à l'hôtel de Dieppe, et depuis 1986. Et il ne parle pas de canard précisément dans ses écrits, mais il parle plusieurs fois de volatiles, et ça a suffi pour tirer un petit peu la mèche et aller chercher, pour justement permettre dans ce livre aussi de mettre en lumière des spécialités rouennaises. On va faire une deuxième pause lecture, et avec vous, Marie-Hélène, parce que vous aviez envie de lire quelques extraits de la correspondance. On retrouvera plus tard Le grain de sable. Quelques morceaux choisis qui composent d'ailleurs votre livre, hein, parce qu'il est fait de ce préambule qui était la reprise de Flaubert Forever, et ensuite vous allez chercher dans la production de Flaubert un ensemble d'œuvres, beaucoup de Madame Bovary, mais aussi, vous y teniez, vous avez raison, de la correspondance. Donc là, on est en voyage... on est à la fin du voyage. Il écrit à sa chère maman. Oui. Voilà, c'est la fin du voyage, retour en Italie. Voilà, on est à la fin du voyage en Orient et on est parti à l'automne 1849. On revient en avril 1851. Et donc Flaubert, qui va avoir 30 ans, il ne les a pas encore tout à fait, qui vivait jusque-là avec sa mère. L'année cruciale de la vie de Flaubert, c'est 1846. Hein. En janvier 1846, son père meurt d'un abcès à la cuisse qui n'est pas soigné par Achille, le frère aîné, qui est comme le père, médecin et chirurgien, donc, et qui est impuissant à soigner, à sauver le père. Voilà. Et en mars 1846, la sœur meurt. La sœur qui a accouché 2 mois plus tôt d'une fillette meurt d'une fièvre, comme mouraient souvent les femmes, même dans ces milieux-là où on est médecin, encore une fois, et on peut soigner, etc. On est impuissant devant la mort de Caroline. Et donc, la vie de Flaubert va en être définitivement tordue. Hein. D'autant que Gustave n'a jamais été reconnu par son père. Oui, son père ne l'a pas connu écrivain. Oui. Il s'endort à l'écoute de la première version de l'éducation sentimentale. Le père s'endort à l'écoute de la première version de l'éducation sentimentale. Et pour ce père, donc père de famille bourgeoise, donc le fils aîné a fait sa médecine et reprendra le flambeau. Et bien ce fils-là, il doit faire son droit. Or voilà que celui-là part faire son droit à Paris, il fait rien, il redouble constamment, il a mal aux dents. Et puis finalement, en janvier 44, il est foudroyé par ce qui était peut-être de l'épilepsie, enfin on n'a jamais su tellement. Résultat, il revient à la maison dans le giron de la mer, dont il ne sortira plus jamais. Avec une belle bourse, une dotation de son père. Oui, bien entendu, il vivra toute sa vie de ses rentes, et il ne vivra sans sa mère que 8 années. Sa mère n'est morte que 8 petites années avant lui. C'est quand même... voilà. Et il élèvera donc avec sa mère sa nièce. Vous voyez la configuration familiale. Et cependant, en 1849, donc, il décide,
avec Maxime Ducamp, l'acolyte de Par les champs et les grèves, le Max, ils décident d'aller faire un grand voyage en Orient, et ils partent 1 an et demi. Et Madame Flaubert-Mère imagine bien entendu qu'il ne reviendra pas. Jamais. Elle le voit mort. Voilà, ça a dû être terrible cette séparation. Et là, dans les extraits que je vais vous lire, c'est fini. Ils vont se retrouver. Vous imaginez ça? Donc Maxime Ducamp et Gustave Flaubert qui reviennent du voyage en Orient. Ils reviennent par la Grèce, par Athènes et Patras ensuite. On est donc en avril 1851. Alors, c'est une véritable aventure. Enfin, c'est oui, extrêmement bien sûr. inconfortable. La Turquie, l'Égypte, etc. Donc très très inconfortable, très aventureux, etc. Bon, bref. Donc un long voyage. Alors une énorme correspondance, bien sûr. Le voyage suscite une énorme correspondance. Flaubert écrit beaucoup. Il écrit à sa mère, il écrit à ses amis, et on a une chronique absolument extraordinaire. Et donc ils vont passer de Patras à l'Italie. Donc Flaubert et Maxime Ducamp. Et ensuite, ils vont remonter jusqu'à Rome, tous les deux, les deux amis, ils vont remonter jusqu'à Rome. Et à Rome, donc, Maxime Ducamp se dépêchera de rentrer en France et Flaubert, à Rome, retrouvera sa mère. Elle va venir le rejoindre. Elle a 55 ans, un peu plus, même si je ne m'abuse, et elle quitte la Normandie, elle s'extirpe de sa douillette Normandie pour venir jusqu'à Rome rejoindre son fils. Et alors, c'est le prétexte à toutes sortes de considérations auxquelles il se livre. Donc, je vous lis un extrait des 2 dernières lettres, quasiment, entre la mère et le fils. Alors, d'abord, quelques considérations un peu mélancoliques. On a beau voyager... Alors, pardon, la lettre est de 20 janvier 1851. Ils sont encore à Athènes. C'est la dernière lettre d'Athènes. On a beau voyager, voir des paysages et des tronçons de colonnes, cela n'égaie pas. On vit dans une torpeur parfumée, dans une sorte d'état somnolent, où il vous passe sous les yeux des changements de décor, et à l'oreille des mélodies subites, bruit du vent, roulement des torrents, clochettes des troupeaux. Mais on n'est pas gai. On rêvasse trop pour cela. Rien ne dispose plus au silence et à la paresse. Nous passons quelquefois des jours entiers, Max et moi, sans éprouver le besoin d'ouvrir la bouche. Après quoi, nous faisons le chèque. À cheval, votre esprit trottine d'un pas égal par tous les sentiers de la pensée. Il va remontant dans les souvenirs, s'arrêtant au carrefour et aux embranchements, foulant les feuilles mortes, passant le nez par-dessus les clôtures. Tout cela mûrit et vieillit, sans parler du physique, car attends-toi à me retrouver aux 3/4 chauve, avec une mine culottée, beaucoup de barbe et de ventre. Décidément, j'en l'ai dit, j'en suis affligée. Ah, je ne suis plus ce magnifique jouvencel d'il y a 10 ans. Dans 11 mois, j'aurai 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de raison. Je n'en ai guère pourtant. L'autre jour, nous avons eu à côté de nous, à table, une bande de petits élèves de marine anglais de 9 à 14 ans qui venaient tranquillement et comme des hommes se foutre une bosse à l'hôtel. Avec leurs uniformes trop grands pour eux, il n'y avait rien d'amusant et de gentil comme cela. Le plus petit, placé à côté de Maxime, et qui n'était pas plus haut que la table, perdait son long nez dans son assiette. Ces messieurs se portaient des toasts avec un sang-froid de lord. Ils fumaient des cigares et buvaient du marsala. Ma figure les intriguait beaucoup. Ils me prenaient pour un Turc, ce qui est à peu près général partout. Ils ont dit au maître de l'hôtel qu'ils étaient bien fâchés de partir le lendemain, que sans cela, ils seraient venus me faire une visite pour causer avec moi. J'ai rapporté pour le commun des amis des pipes d'un goût détestable et qui feront beaucoup d'effet. Mais je n'ai rien rapporté pour Achille, c'est son frère, ni pour sa femme, ni pour Juliette, c'est sa nièce. Elles se contenteront de pantoufles et de soie brodée. À moins d'y mettre un très grand prix, la curiosité n'a de valeur que comme ayant du caractère. Y compris ce qui nous appartient à tous les deux, il n'y en a pas en tout pour 1000 francs, tant s'en faut, et cela emplit plusieurs caisses. Je suis fâchée pourtant de ne rien rapporter à Achille. Si tu vois dans mes affaires quelque chose que tu penses lui être agréable, je le lui offrirai avec plaisir. Quant à toi, vieille,
Donc il parle à sa mère. Hein. Quant à toi, vieille, je me te rapporte. Je crois que ça te fera plus de plaisir qu'un pied de momie ou qu'un caillou du Jourdain. Tu ferais bien, vieille, qu'en cas qu'il faille me raser en Italie, ce à quoi je m'attends, de prendre tout ce que tu trouveras de rasoir à moi, de les faire remettre en état et de me les apporter dans ma malle. Mon compagnon t'embrasse, et moi. À toi, ton fils qui t'aime. Il n'oublie pas sa nièce. Je serais bien curieux d'entendre lire Liline. Liline, elle est née en 1846, Liline. Hein, vous voyez, donc elle a 5 ans. Hein, voilà. Je serais bien curieux d'entendre lire Liline, et je m'attends d'ici à la fin de mon voyage à recevoir d'elle une lettre. Je compte voir avec toi la Semaine Sainte à Rome. Alors, juste un petit aperçu de cette Semaine Sainte. La Semaine Sainte à Rome, donc le mois d'avril. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je précise. C'est donc à la fin du mois prochain, là on est à Patras, c'est le 9 février. C'est donc à la fin du mois prochain, pauvre mère tant aimée, que nous nous reverrons. Nous allons compter non plus maintenant par mois, mais par semaine et par jour. J'ai peur que tu n'aies froid dans ton voyage. Prends-y bien garde. Croisant mon expérience et ne te fie nullement à la chaleur des pays chauds. Fais-moi le plaisir, je te le demande en grâce, de te faire des ceintures de ventre en flanelle. Emporte une chancelière pour tes pieds. Tu gèleras dans la diligence de Paris à Marseille, c'est certain. Munis-toi bien de vêtements chauds, manchons, manteaux. Et si tu étais raisonnable, tu te ferais cadeau d'une petite pelisse en fourrure. Songe qu'à bord des bateaux à vapeur, il n'y a pas de feu. À la fin de mars, la saison sera encore fraîche. Crois-moi, bonne vieille mère, je n'exagère rien. Suis mes conseils. La santé en voyage n'est qu'au prix de tous ses soins. Il faut quand même que je vous dise quelque chose, c'est que cette lettre-là, elle date du 10 février 1851. Le même jour, le 10 février 1851, il écrit à un autre de ses correspondants, son ami cette fois-ci, Louis Bouillet. Il écrit en garçon, quoi. Il écrit en mâle. Voilà ce qu'il dit. Je grossis, je deviens bedaine et commun à faire vomir. Je vais rentrer dans la classe de ceux avec qui la putain est embêtée de piner. Ça, il ne l'a pas écrit à sa mère. Ah bon? Bien sûr que non, chère vieille maman. Allons donc. Alors, il aurait peut-être, je ne sais pas si ça existait, rapporté du tiramisu, ou en tout cas, chez vous, de la panna cotta, page 42, que bien évidemment vous adaptez à la sauce normande. On est parti on est parti du lait, en fait. Du lait, de la crème, produit très très normand, qu'il utilise dans ses descriptions régulièrement. Et qu'est-ce qu'on pouvait imaginer par rapport à cela. Je profite de cette intervention pour dire que tout à l'heure, j'ai fait une bêtise sur le canard. En effet, on ne le retrouve pas dans ces romans classiques, mais on l'a dans le dictionnaire des idées reçues. Ah oui, exact. On y viendra tout à l'heure. On sera très longuement sur Bouvard et Pécuchet. Voilà. La panna cotta, je ne sais pas si ça pouvait exister en son temps, parce que ça fonctionne, ça marche avec de la gélatine. Je ne sais pas si Escoffier, pas forcément. C'est vraiment, on est vraiment parti de la crème fraîche bien pour la sûr, panna cotta. Oui, ça suffit. Une crème fraîche bien dure, effectivement, ça vaut toutes les gélatines. On va retrouver, c'est vrai, hein, je vous jure, hein, c'est fameux. Nous allons retrouver, quand c'est bien battu, on retrouve nos autres compagnons de route, les fameux lecteurs, et on va aller là, assez logiquement, au mariage Bovary, qui est un drôle de mariage, parce que Emma ne le voyait pas tout à fait comme ça, elle n'y assiste pas vraiment en fait, mais elle n'est pas dans son assiette, mais Gustave, lui, a la plume alerte. Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures. Carriole à un cheval, char à banc à 2 roues, vieux cabriolet sans capote, tapissière à rideaux de cuir. Et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes, où ils se tenaient debout, en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secoués dur. Il en vint de 10 lieues loin, de Goderville, de Normanville et de Cany. On avait invité tous les parents des 2 familles, on s'était raccommodé avec les amis brouillés,
on avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. C'était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots, et au milieu, un joli cochon de lait rôti flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau-de-vie dans des carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses. Et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie entouré de menues fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant une escarpolette de chocolat dont les 2 poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturelle en guise de boule au sommet. Jusqu'au soir, on mangea. Quand on était trop fatigué d'être assis, on allait se promener dans les cours ou jouer une partie de bouchon dans la grange, puis on revenait à table. Quelques-uns, vers la fin, s'y endormirent et ronflèrent. Mais au café, tout se ranima. Alors, on entama des chansons, on fit des tours de force, on portait des poids, on passait sous son pouce, on essayait à soulever les charrettes sur ses épaules, on disait des gaudrioles, on embrassait les dames. Et pour faire écho à cette noce, voici la recette du porcelet rôti au miel et aux épices. Pour 6 personnes, 2 kilos environ de porcelet, carré ou cuisse, 4 cuillères à soupe de miel liquide, 1 cuillère à café de coriandre moulu, 1 cuillère à café de cumin moulu, une pincée de gingembre moulu. 20 g de beurre, sel et poivre du moulin. Préchauffez le four à 200 degrés, thermostat 6-7. Mélangez le miel et les épices dans un petit bol. Essuyez bien la viande et placez-la dans un plat à rôtir muni d'une grille dans le fond. Trempez un pinceau de cuisine dans le miel et badigeonnez largement toute la surface. Salez, poivrez, répartissez la moitié du beurre en noisettes sur la viande et enfournez. Après 20 minutes de cuisson, s'il s'agit d'un carré, 25 minutes pour une cuisse, retournez la viande. Badigeonnez-la à nouveau avec le reste du miel et arrosez du jus de cuisson. Remettez à cuire 20 à 25 minutes. Vérifiez la cuisson en piquant une aiguille fine au cœur de la viande. Le jus doit être clair. Découpez et disposez sur un plat chaud. Mettez le plat de cuisson sur feu vif, versez 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau chaude et faites bouillir quelques instants en raclant bien les sucs de cuisson. Incorporez le reste du beurre en remuant vivement et versez ce jus sur la viande. Servez aussitôt, accompagné de légumes de saison juste rôtis. C'est étonnant parce que la façon dont il lit cette recette d'aujourd'hui nous donne à penser qu'on est à l'époque de Flaubert. Et vous croyez qu'elle est encore contemporaine avec tout le tintouin sur la cause animale ? Je ne sais pas si c'est le tintouin, comme vous dites. Non, mais le porcelet, généralement, il est bien élevé. Il n'est pas élevé en porcherie industrielle. Si on continue à consommer du porcelet. Que les écrits de Flaubert ou même les auteurs que je travaille actuellement sur cette collection à la table 2, on retrouve toujours un lien avec aujourd'hui. Il y a un côté locavore, proche de la campagne, qu'on soit au 19e ou au 21e. Aujourd'hui, au 21e, de quoi on parle ? Manger peu de viande, mais manger bien, c'est être flexitarien. Manger locavore, acheter près de chez soi, éviter de manger des ananas comme dans Madame Bovary, parce que c'est soir de bal, alors que les ananas viennent du bout du monde. Donc les préoccupations qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes du 21e, elles reflètent déjà un état d'esprit
de l'époque. Mais elle n'avait pas envie de ce mariage-là, Emma Bovary, pas du tout. Non, elle n'avait pas du tout rêvé de ça, évidemment. Elle avait... elle fait un mariage de raison. Elle se résigne. Elle fait un mariage de résignation plus que de raison. Et il me semble que, et à vous écouter d'ailleurs le lire, ça me paraissait encore plus saillant, il me semble que quelque chose va commencer à basculer là, dans sa vie, avec le jour du mariage. Le temps d'illusion sera extrêmement court et on verra très très vite un écart se creuser entre cette Emma qui va sombrer dans un ennui faramineux et Charles qui n'en revient pas d'être lui autorisé à vivre avec cette femme. Qui sera la passion de sa courte vie, parce que Charles, il laissera la peau aussi quand même dans cette affaire-là. Hein. Il meurt peu de temps après elle. Donc oui, là, il y a un processus de désintégration qui commence là, avec la pièce montée. C'est terrible. Alors là, la pièce montée, c'est fini depuis longtemps, ça. Vous êtes d'accord, Valérie Duclos? Fini. Ah ben cette espèce d'extravagance de la pâtisserie, c'est fini. On est dans la très grande sobriété. Aujourd'hui, ne pouviez pas demander à vos pâtissiers de refaire un édifice pareil. C'est pas plus personne ne l'aurait. Alors, cher monsieur, vous n'avez pas regardé mon livre, Ah, Benoît Vatelier. Oh non, mais c'est un petit exercice de. Ah non, vous trouvez? Vous plaisantez. Quelle page? On va regarder ça tout de suite. Alors j'espère que À la Benoît radio, c'est pas n'écoutera facile. pas le podcast Ah, parce qu'il a passé des heures et des heures et des heures à Oui, refaire. je l'ai vu, mais j'appelle pas ça une pièce montée. 22, page 22. Ah oui, c'est d'accord, pardon. Oh Ah, là là. c'est ça. Ne Non, mais ça veuillez n'est pas absolument à l'identique. Non, Mais non, cependant, quand je lui ai donné le passage, donc en effet, carton, le petit Angelo, etc., j'imagine qu'à l'époque, il fallait... Eh bien, moi, je suis très, très heureuse de cette pièce montée que Benoît Vatelier a essayé de refaire. Vous l'avez goûté? Pas du tout. Et là, on coupera au montage, parce qu'il y avait beaucoup de bolo-bolo, comme on dit dans le terme journalistique, des choses qui ne se mangeaient pas. Ah Mais oui, c'est j'avais ça. envie de Pour la cette photo. j'avais envie de cette photo qui représentait, même si j'imagine, et comme vous disiez précédemment, au-delà du cidre, je pense qu'elle rêvait de champagne. Et sans doute que la pièce montée, c'est juste un artifice, une étincelle. Puis une fois qu'elle est mangée. Bien sûr. Oui, que reste-t-il? Et en fait, elle rêvait d'un mariage comme le bal à la Vaubyessard. Voilà de quoi elle lui rêvait. Et elle a eu Un banquet agricole. Enfin, un banquet agricole bourgeois. sous le hangar de la charretterie. Non, et forcément, c'était mal engagé. Et je voulais juste, je pense toujours au sujet d'Emma. Quand Emma et Charles arrivent à Yonville, quand même, le soir de l'arrivée à Yonville, il y a ce repas mémorable à l'auberge du Lion d'Or, où Homais s'invite et où on invite Léon, donc le futur amant, le clerc de notaire qui s'immisce à la table. Et la première chose que fait Emma en entrant à l'auberge, c'est la chose suivante. Madame Bovary, quand elle fut dans la cuisine, s'approcha de la cheminée. Du bout de ses 2 doigts, elle prit sa robe à la hauteur du genou, et l'ayant ainsi remontée jusqu'aux chevilles, elle tendit à la flamme par-dessus le gigot qui tournait. Son pied chaussé d'une bottine noire. Ça, c'est horrible. Voilà. Et c'est le gigot. La femme comme gigot. Pour revenir à la gastronomie de cette époque, elle est pleine de conventions. Elle souhaite peut-être une cuisine de l'aristocratie et pas celle de la campagne, quoi. C'est ça. Comme Marie-Hélène me disait à l'instant, je pense qu'elle rêvait d'une autre vie. Elle rêvait d'une autre vie. Plus champagne que cidre, plus... c'est ça. Il y a des bulles dans les deux, Oui, mais il y en a un qui est quand même plus prestigieux que l'autre. Et vous voulez dire que la magnifique photographie qui est la couverture de votre livre, photographie de Guillaume Cherf,
Guillaume Xerve, oui. Alors, je pensais buter sur son nom, d'origine tchèque sans doute, et en fait, tout à l'heure, c'était sur son prénom, qu'il m'en excuse encore. Vous pensez que même ça ne lui aurait pas convenu? Moi, j'imagine très bien Gustave à cette table, avec le chapeau de soleil posé. C'est une composition absolument magnifique. J'ai vu que vous aviez fait appel, d'ailleurs, à quelqu'un dont c'est la spécialité. Il n'y a pas qu'une photo là-dedans. Hein. Alors, c'est Karine Villam. Voilà. Karine Villam, qui est styliste décoration. C'est ça que existe. j'ai fait intervenir sur la couverture en lui montrant le tableau qui est dans le hall principal du musée des Beaux-Arts de Rouen et qui représente les noces à Yport fin 19e. Je lui ai montré le tableau et je lui ai dit « Je voudrais que tu me reconstitues ça ». On a fait la photo dans le parc du château de Mondétour, près de Quincampoix, en Normandie. Et avec les canards, avec les poules, avec les pommiers, avec tout ça. Et j'avais juste envie de quelque chose de très ludique, bucolique, et qui ne soit pas de la nourriture. La nourriture, elle vient après avec la balade touristique et littéraire. Un peu de boisson quand même. Hein. Un peu de cidre, oui, bien sûr. C'est du cidre. Mm. Bien. On va continuer notre déambulation avec nos trous normands. Là. Ça se déroule un peu. Je passe les plats. Mais c'est à vous, avec un saut temporel, Marie-Hélène. Parce qu'on va aller très largement après, parce que c'est quand même très cocasse et sympa sur Bouvard et Pécuchet. Et donc, avant ça, Oui. la lecture qu'on a prévue avec vous, c'est Flaubert Nage. Oui. C'est ce que j'ai appelé un saut temporel, hein, parce qu'on a vraiment changé d'époque. Et on est, vous les avez notés, page 44, je crois. Oui. Hein. Oui. Et en fait, Flaubert a vieilli, là. Hein. Voilà, Flaubert a vieilli. Il va souvent à Paris, mais quand il est en Normandie, il est souvent à Croisset. Et devant la maison de Croisset passe la Seine. Et Flaubert est un grand nageur. Et voilà, ce corps puissant, il le moule dans un maillot. C'est son seul exercice. Hein. C'est son seul exercice. D'ailleurs, aux grandes dames de George Sand, qui ne cesse de lui conseiller de faire toutes sortes de marches et autres, qu'il ne fait absolument jamais naturellement. Flaubert nage dans la Seine, dans la mer et dans le monde et dans la phrase. On imagine ça. Comment Flaubert s'extrait de la phrase, du livre, des livres, du flux des textes, les siens, ceux des autres. Il lui faut s'extraire, puisqu'il s'enfonce tellement dans ses textes et dans ceux des autres qu'il triture puissamment. Donc, il s'extrait. Et ensuite, en saison, il va nager. Il nage, il aime nager. Il est un nageur de grande force. Passe-t-il un costume de bain ? Forcément, il passe un costume de bain. Flaubert en costume de bain. Et quel costume ? Pas encore ces juste au corps noirs, échancrés sur la poitrine, façon frère Jacques, que l'on voit aux hommes et surtout aux enfants, les petits rayés sur les tableaux de Maurice Denis ou sur les photos de bord de mer de la fin du 19e. Quel costume portait donc le mari d'Élisa sur la plage de Trouville où Gustave fut terrassé d'amour à 16 ans ? Un costume de bain pour Flaubert donc, moulant peut-être. Et la coulée du corps dans l'eau, quand la Seine verte à Croisset le prend aux cuisses, au ventre, à la poitrine, aux aisselles. Flaubert se languit de Paris quand il est à Croisset, de Croisset quand il est à Paris. À partir de sa 35e année, il a 2 maisons et 2 vies. Il tournicote et fait la girouette. Il va partir le mardi suivant, au début de la semaine qui vient, quand il aura terminé la partie en cours, encore quelques jours ou 2 semaines, l'affaire d'1 mois en mettant les choses au pire. Le temps le mord et lui file entre les doigts, lui manque et lui pèse, lui résiste et le colle au mur. La guerre de 1870 le chasse du nid de Croisset. Il est exilé, il ne travaille pas, il est en suspens, suspendu, chahuté, indigné, ahuri. Les Prussiens sont à Croisset de mi-décembre 1870 au début d'avril 1871. Il est pour quelques mois pris et roulé dans les flots limoneux de la grande histoire. Lui,
qui s'employa ordinairement à laisser les convulsions du temps s'écouler, s'épancher, se répandre et s'égarer, s'étioler, bu par les sables des années. Année sur Bouvard et Pécuchet. 8 années entre 1872 et 1880 à ne pas finir Bouvard et Pécuchet, à suinter, à suer, à pédaler, à patiner dans Bouvard et Pécuchet, avec des intermèdes bien sûr, avec des intermèdes, dont celui qui lui a permis d'écrire les 3 contes, Un cœur simple, Hérodias et La légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Et le premier plan de Bouvard et Pécuchet est daté de 1863. Bouvard et Pécuchet s'intitule à cette époque-là Les 2 cloportes. C'est pas très gentil pour vous parce que ça y est, on y est dans Bouvard et Pécuchet. Vous endossez leur costume et vous n'allez pas le quitter. Donc nous poursuivons avec vous, Philippe et Vincent. Leur idéal était Cornaro. Ce gentilhomme vénitien qui, à force de régime, atteignit une extrême vieillesse. Sans limiter absolument, on peut avoir les mêmes précautions. Et Pécuchet tira de sa bibliothèque un manuel d'hygiène par le docteur Morin. Comment avait-il fait pour vivre jusque-là? Les plats qu'ils aimaient s'y trouvent défendus. Germaine, embarrassée, ne savait plus que leur servir. Toutes les viandes ont des inconvénients. Le boudin et la charcuterie, le hareng-sort, le homard et le gibier sont réfractaires. Plus un poisson est gros, plus il contient de gélatine et par conséquent est lourd. Les légumes causent les aigreurs. Le macaroni donne des rêves. Les fromages, considérés généralement, sont d'une digestion difficile. Un verre d'eau le matin est dangereux. Chaque boisson ou comestible était suivi d'un avertissement pareil, ou bien de ces mots. Mauvais, Gardez-vous de l'abus. ne convient pas à tout le monde. Mais pourquoi mauvais? Où est l'abus? Comment savoir si telle chose vous convient? Quel problème que celui du déjeuner. Ils quittèrent le café au lait sur sa détestable réputation, et ensuite le chocolat, car c'est un amas de substances indigestes. Restait donc le thé. Mais les personnes nerveuses doivent se l'interdire complètement. Cependant, Decker, au XVIIe siècle, en prescrivait 20 décalitres par jour, afin de nettoyer les marais du pancréas. Ah, ce renseignement ébranla Morin dans leur estime. Alors, ils achetèrent le traité de Becquerel, où ils virent que le porc est en soi-même un bon aliment, Le tabac, d'une innocence parfaite. et le café indispensable aux militaires. Jusqu'alors, ils avaient cru à l'insalubrité des endroits humides. Pas du tout. Casper les déclare moins mortels que les autres. On ne se baigne pas dans la mer sans avoir rafraîchi sa peau. Bégin veut qu'on s'y jette en pleine transpiration. Le vin, après la soupe, passe pour excellent à l'estomac. Lévi l'accuse d'altérer les dents. Enfin, le gilet de flanelle, cette sauvegarde, ce tuteur de la santé, ce palladium chéri de Bouvard et inhérent à Pécuchet, sans embâge ni crainte de l'opinion, des auteurs le déconseillent aux hommes pléthoriques et sanguins. Mais qu'est-ce donc que l'hygiène? Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, affirme M. Lévy. Et Becquerel ajoute qu'elle n'est pas une science. Alors, ils se commandèrent pour leur dîner des huîtres, Un canard, du porc au chou, de la crème un pont-l'évêque. et une bouteille de Bourgogne. Ce fut un affranchissement, presque une revanche. Et il se moquait de Cornaro. Oh, fallait-il être imbécile pour se tyranniser comme lui? Mais quelle bassesse que de penser toujours au prolongement de son existence. La vie n'est bonne qu'à la condition d'en jouir. Encore un morceau? Oh, je veux bien. Moi de même. À ta santé. À la tienne. Et fichons-nous du reste. Donc c'était un extrait de Bouvard et Pécuchet. Ce serait dommage de s'en priver. Et on a pensé vous lire la recette des huîtres chaudes gratinées. C'est gratiné. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes, 24 huîtres creuses de Bretagne numéro 2. 10 petits champignons de Paris, 2 échalotes, cerfeuil, persil, ciboulette, basilic, 50 g de beurre, 100 g de crème fraîche, 4 cuillères à soupe de chapelure blanche, sel et poivre du moulin. Préchauffez le four à 250 degrés, thermostat 9. Lavez les champignons et hachez-les finement. Épluchez les échalotes et hachez-les. Ciselez finement les herbes. Mélangez-les et prélevez une cuillère à soupe de ce mélange pour la décoration finale.
Faites fondre une noix de beurre dans une casserole. Jetez-y des champignons et des échalotes. Faites cuire jusqu'à évaporation de l'eau des champignons. Ajoutez de la crème fraîche, les herbes ciselées et une pincée de sel et de poivre. Faites cuire encore 3 minutes. Ouvrez et décoquillez les huîtres. Lavez les 12 plus belles coquilles et essuyez-les bien. Déposez au fond de chacune d'elles un peu de préparation aux champignons, puis 2 huîtres. Faites fondre le beurre restant dans une petite casserole et mélangez-le avec la chapelure. Recouvrez les huîtres de ce mélange. Juste avant de servir, enfournez-les pour 3 à 4 minutes seulement. Juste le temps pour la chapelure de dorer. Saupoudrez des herbes réservées. C'est étonnant parce que maintenant qu'ils sont devenus Bouvard et Pécuchet, on se demande si c'est du lard ou du cochon. On se demande s'il n'y a pas un loup dans la recette tout d'un coup. Alors que c'est parfait, c'est très très bon l'huître chaude. Je ne sais pas si ça se faisait volontiers. Je pense pas. Moi non plus. C'est pas sûr hein, à cette pas. époque-là. D'ailleurs, vous allez les chercher et dans votre recette aussi. Enfin, c'est dit en Bretagne. Peut-être les avait-il vus et dégustés crus dans la baie du Mont-Saint-Michel à Cancale ou quelque chose comme ça. Mais ça veut dire qu'il ignorait, ou alors il n'y en avait pas. J'ai pas assez la connaissance du sujet. Il y a énormément d'huîtres en Basse-Normandie et vous avez aussi d'excellentes productions. Je parle toujours de géographie, hein, pas de politique. Hein, de l'autre côté de la Seine, à Veules-les-Roses ou ailleurs. On est d'accord. Les meilleurs Il y a des viennent de produits. Saint-Valahougue aussi. Ah, très bien, très bien. Ouais, vous connaissez les bonnes maisons. Saint-Valahougue. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé votre lecture. Ça donne très très envie d'allumer le four et de ciseler quelques herbes. En tous les cas, je trouve que c'est une très très belle idée. Alors moi, je ne suis pas chef. J'ai d'excellentes recettes à peu près comme celle-ci, agrémentées d'un tout petit peu de camembert ou de pont-l'évêque. Très bien. Avec les huîtres? Avec les huîtres, c'est très très bien. On arrive à quelle heure ce soir? Alors quand je dis Bouvard et Pécuchet, là ça valait le coup quand même de souffrir pendant des années pour pondre ça. Pour nous, oui. Oui, pour lui pas sûr. Lui, il n'en a pas vu la fin, il n'en a pas vu le bout. Il est mort à la tâche. Enfin, bon, c'était son mode d'être. Hein. L'écriture, c'était sa place dans la vie, de toute façon. Mais il n'a pas terminé Bouvard et Pécuchet. Et une des raisons pour lesquelles ça a pris tellement de temps, c'est ce à quoi nous faisions allusion tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'empêcher de se noyer dans des lectures périphériques qui étaient censées nourrir, pour le coup, son texte. Et justement, les divagations dans les différents domaines de la connaissance auxquels se laissait aller Bouvard et Pécuchet. Donc, quel est l'enjeu chez lui de cette volonté de faire ce livre qui est quand même très différent du reste? Je crois que c'est pour le coup son obsession, hein, qu'il a quand même eue pendant toute sa vie, qui est très récurrente. Hein. C'est son obsession de la bêtise. Traquer la bêtise. La mettre en scène, voire la magnifier, la retourner, comme on fait sauter une crêpe peut-être, hein, par l'ironie, qui est quand même faramineuse. Je crois qu'il avait rendez-vous avec ça, avec ce gros morceau énorme, qui occupait déjà une place importante dans sa correspondance. Hein. Quand il a 20 ou 21 ans, déjà, dans la correspondance avec ses amis, il est question comme ça de traquer la bêtise du bourgeois, la bêtise des autres. C'est sans doute ce qui le rend mélancolique, parce que dans sa correspondance avec George Sand, plusieurs fois, il évoque le fait d'être en peine avec ce monde qui ne correspond pas vraiment. Oui. Et le dictionnaire des idées reçues, c'est aussi ça. Oui. Parfois, il est là de la bêtise humaine. Oui, et il a une conscience aiguë de la bêtise humaine, mais je crois qu'il a suffisamment aussi quand même de lucidité pour sentir à quel point la bêtise humaine plante ses crocs en lui, dans sa propre viande aussi. Sinon, ça serait quand même une position d'un insupportable et incommensurable surplomb qui ferait, et je pense que sans avoir cette conscience aiguë d'être lui-même happé et comme par moments avalé de l'intérieur par la bêtise, on ne serait pas là aujourd'hui à se délecter de Bouvard et Pécuchet. Hein. Mais je crois que c'est vraiment, il avait ce rendez-vous-là. Hein. Et c'était...
plaint toujours beaucoup dans sa correspondance de l'âpreté du travail, etc. Bon, à tel point que parfois on peut quand même avoir quelques doutes. On se dit, mais il prend la pause, notre Flaubert, il veut qu'on le plaigne. Hein. Bon. Mais je crois que là, à la fin de sa vie, les 8 dernières années de sa vie, il est seul. Le fait que sa mère soit morte, c'était absolument terrible pour lui. Hein. Brisé. Hein. Il écrit ça, là, comme ça, c'est 3 adjectifs, hein, cet adjectif répété 3 fois dans une lettre à George Sand, hein, après la mort de sa mère. Hein. Il dit, c'est un peu comme si on m'arrachait les entrailles. Hein, ses propres entrailles, vous voyez, donc voilà. Donc il est seul, son corps le lâche quand même, et aussi il a de très gros ennuis financiers causés par la ruine du mari de sa nièce. Il va se montrer très très généreux, hein, très généreux. Il va renflouer hein, une faillite probable qu'il va éviter, mais ça va lui causer de très gros soucis. Donc la fin de la vie de Flaubert est très sombre. Elle est vraiment sombre. Il est seul, sans femme ni homme. Ou presque. Oh, c'est un grand mystère. Jamais de femme à demeure. Jamais d'homme non plus à demeure. Hein. Bon, alors évidemment, on a glosé à l'infini sur Max et Gustave. Bon, ils ont détruit leur correspondance de jeunesse. Hein, d'un commun accord. Max et Gustave. Hein. Bon, voilà. Quant aux femmes, Gustave les préfère à distance. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Louise Collet restera à Paris. Hein, il n'en veut surtout pas à domicile, en dépit de ce que Louise a pu croire. Hein, et il aurait eu une liaison au très long cours et très intermittente avec une des anciennes institutrices anglaises de sa nièce, hein, une Juliette, qui vivait à Londres, où il allait régulièrement. Hein, mais il n'y a pas de place dans sa vie pour une femme. Et son rapport à son propre corps et probablement à sa propre sexualité, parce que c'est un charnel, hein, donc du charnel et du désir, il en met partout. Hein, voilà. Mais son rapport à ses substances, à sa substance, hein, était probablement trop emberlificoté pour qu'il puisse sombrer dans la conjugalité. D'ailleurs, quand ses amis se marient, il s'estime trahi. Trahi, hein. Il leur écrit des lettres terribles, hein, quand ses amis sombrent dans le conjugal. On pourrait peut-être revenir aux dents, mais on va s'en passer. Ah, les dents. À la qualité des dents. et peut-être à l'épicurisme qui n'a peut-être d'ailleurs pas été le sien jusqu'à la fin de sa vie. C'est possible, ça. Il se laisse un peu aller quand même. Enfin, ces dernières années sont difficiles. Oui. Ce qui est étonnant, Valérie Duclos, c'est que vous avez réussi dans l'ensemble de l'œuvre à picorer. Vous avez des chapitres qui seront composés selon chacun de ces livres. Même les dictionnaires des idées reçues, vous en faites bon usage dans vos morceaux choisis. Bon usage, je ne sais pas. Usage, c'est certain. D'accord. Comme boudin, signe de gaieté dans les maisons, indispensable la nuit de Noël. Ce que Gustave Flaubert dit là, c'est que si on mange du boudin que le 24 décembre, on n'a rien compris. C'est toute l'année. Et j'aime beaucoup Restaurant aussi, que je vais rechercher à l'instant. C'est pas grave. On doit toujours y demander les mets qu'on ne mange pas habituellement chez soi. Quand on est embarrassé, il suffit de choisir les plats que l'on sert aux voisins. Absolument. Merci. Ça a déjà été lu, ça? Non? Ça va l'être. Ça va l'être, mais pas maintenant. Ah si, c'est maintenant? Non. On fait pas les concerts? Ah, il y a d'abord les on fait conserves. les confitures. Oh, les confitures. Les confitures. Mais oui, l'art des conserves selon Bouvard et Pécuchet. Ah oui. Puis alors, le fiasco des conserves, c'est comme le fiasco du mariage d'Emma. Exactement. C'est le fiasco de la vie. Chaud devant. Alors là, on commence par une recette, et on n'est pas d'accord, évidemment. Confiture de framboise. Orange. Alors pour 4 pots de confiture, préparation 15 minutes. Repos 1 nuit et 3 heures. Cuisson 10 minutes. Et pour la confiture d'orange, 4 pots de confiture, préparation 15 minutes. Alors il faut 1 kg de framboise, 600 g de sucre cassonade, un jus de citron vert et le zeste. 1 kg d'orange bio, 800 g de sucre semoule, un jus de citron, une demi-gousse de vanille. Mélangez les framboises avec le sucre et le jus de citron vert. Réservez au frais jusqu'au lendemain. Pour la confiture d'orange, coupez-les en 4. Faites-les blanchir 3 fois à l'eau bouillante. Elles doivent pouvoir se déliter. Égouttez-les et broyez-les plus ou moins finement selon votre goût.
Ajoutez le sucre, le jus de citron et la vanille, puis faites cuire environ 5 minutes sur feu doux. Vérifiez la consistance. Alors pour la confiture de framboise, portez à ébullition doucement, puis faites cuire 5 minutes environ. Coupez le feu et laissez refroidir 3 heures environ. Redonnez un bouillon sur feu doux, vérifiez la consistance, mettez en pot stérilisé. Étiqueté et daté. Alors, Pouvard et Pécuchet. C'était une ancienne buanderie où il y avait sous les fagots une grande cuve maçonnée excellente pour leur projet. L'ambition leur étant venue de fabriquer des conserves. 14 bocaux furent emplis de tomates et de petits pois. Ils enlutèrent les bouchons avec de la chaux vive et du fromage, appliquèrent sur les bords des bandelettes de toile, puis les plongèrent dans l'eau bouillante. Elle s'évaporait. Ils en versèrent de la froide. La différence de température fit éclater les bocaux. 3 seulement furent sauvés. Ensuite, ils se procurèrent de vieilles boîtes à sardines, y mirent des côtelettes de veau et les enfoncèrent dans le bain-marie. Elles sortirent rondes comme des ballons. Le refroidissement les aplatirait. Pour continuer l'expérience, ils enfermèrent dans d'autres boîtes des œufs, De la chicorée, du homard, une matelote, un potage. Et ils s'applaudissaient, comme M. Appert, d'avoir fixé les saisons. de pareilles découvertes, selon Pécuchet, l'emportaient sur les exploits des conquérants. Ils perfectionnèrent les achards de Madame Bordin en épissant le vinaigre avec du poivre. Et leurs prunes à l'eau de vie étaient bien supérieures. Ils obtinrent, par la macération, des ratafias de framboises et d'absinthe. Avec du miel et de l'angélique, dans un tonneau de Bagnols, ils voulurent faire du vin de Malaga. Et ils entreprirent également la confection d'un champagne. Les bouteilles de Chablis, coupées de mou, éclatèrent d'elles-mêmes. Alors, ils ne doutèrent plus de la réussite. Leurs études se développant, ils en vinrent à soupçonner des fraudes dans toutes les denrées alimentaires. Ils chicanaient le boulanger sur la couleur de son pain. Ils se firent un ennemi de l'épicier en lui soutenant qu'il adultérait ses chocolats. Ils se transportèrent à Falaise pour demander du jujube. Et sous les yeux même du pharmacien, soumirent sa pâte à l'épreuve de l'eau, Elle prit l'apparence d'une couenne de lard. ce qui dénotait de la gélatine. Après ce triomphe, leur orgueil s'exalta. Ils achetèrent le matériel d'un distillateur en faillite et bientôt arrivèrent dans la maison des tamis, des barils, des entonnoirs, des écumoires, des chausses et des balances. Sans compter une sébile à boulet et un alambic tête de mort, lequel exigea un fourneau réflecteur avec une hotte de cheminée. Ils apprirent comment on clarifie le sucre et les différentes sortes de cuites, Le grand et le petit perlé, le soufflé, le boulet la morve. et le caramel. Mais il leur tardait d'employer l'alambic et ils abordèrent les liqueurs fines en commençant par l'anisette. Le liquide, presque toujours, entraînait avec lui les substances. Ou bien elle se collait dans le fond. D'autres fois, ils s'étaient trompés sur le dosage. Enfin, ils rêvèrent une crème qui devait enfoncer toutes les autres, Ils y mettraient de la coriandre, comme dans le cumel, du kirsch comme dans le marasquin, de l'hysope, comme dans la chartreuse, de l'ambrette comme dans le vespetro, du calamus aromaticus, comme dans le crambambouli. et elle serait colorée en rouge avec du bois de santal. Mais sous quel nom l'offrir au commerce? Car il fallait un nom facile à retenir et pourtant bizarre. Ayant longtemps cherché, ils décidèrent qu'elle se nommerait la Bouvarine. Vers la fin de l'automne, des taches apparurent dans les 3 bocaux de conserve. Les tomates et les petits pois étaient pourris. Cela devait dépendre du bouchage. Alors le problème du bouchage les tourmenta. Pour essayer les méthodes nouvelles, il manquait d'argent. Leur ferme les rongeait. Heureusement que ça n'est pas à eux que vous avez demandé les recettes. Non. Mais alors, encore une fois, extraordinaire, cette interprétation des recettes. Les pots de confiture, moi, je les ai extraits de Un cœur simple, qui, comme Marie-Hélène, est mon texte préféré. J'ai relu, donc, pas tout, j'avoue, une partie de toutes les œuvres de Flaubert, mais Un cœur simple est vraiment un texte qui me touche énormément. Et dans un extrait, il parle de 6 pots de confiture et une douzaine de poires. Je me suis arrêtée à confiture. Je me suis dit une recette simple qui fédère, intergénérationnelle.
et puis traverse les saisons. J'ignorais qu'on pouvait adultérer des chocolats. Oh, c'est magnifique ça, adultérer des chocolats. Et dans Un cœur simple, Félicité fait son pain. Elle cuit pour elle un pain qui dure beaucoup plus longtemps et dont elle mange, elle recueille les 20 miettes. jours, Oui. 12 livres, Oui. et elle recueille les miettes. Voilà, elle recueille les miettes du bout de son doigt et elle les mange. Et c'est le pain, rien que pour elle. Madame Aubin mange un autre pain. Mm. C'est Et son son pain pain fait 12 de livres. ménage. Oui, oui, tout à Joli fait. bébé. Oui, surtout que Félicité, Félicité, il faut la voir un peu comme une fourmi. Elle est sèche et plate. Et on imagine avec un pain de 12 livres, À contrario de Gustave Flaubert. à contrario de Gustave Flaubert. Vous nous appreniez tout à l'heure que Bouvard et Pécuchet ont failli s'appeler Les Deux Cloportes. Est-ce que c'était aussi sous-titré Encyclopédie de la bêtise humaine? Oui, Oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est plus tard, hein, le sous-titre Encyclopédie de la Ah, c'est bêtise sans humaine. lui, enfin, de toute C'est façon. celui qui est proposé en 1879. D'accord, hein, d'accord. le sous-titre en question. Et Les Deux Cloportes, c'est dès les prémices de 1863. Nous poursuivons toujours avec eux, Le sans dictionnaire lasse des pas, idées reçues. avec le quelques dictionnaire des entrées. idées reçues. Aïe, tue les vers intestinaux et dispose au combat de l'amour. On en frotta les lèvres de Henri IV au moment où il vient au monde. Boudin, signe de gaieté dans les maisons, indispensable la nuit de Noël. Canards, viennent tous de Rouen, n'est bon qu'avec des navets. Écrevisses, marche à reculons, toujours appelés les réactionnaires des écrevisses. œuf, point de départ pour une dissertation philosophique sur la genèse des êtres. Fromage, citer l'aphorisme de Brillat-Savarin, un dîner sans fromage est une belle à qui il manque un œil. Dessert, regretter qu'on n'y chante plus. Les gens vertueux le méprisent. Non, non, pas de pâtisserie, jamais de dessert. Melon, joli sujet de conversation à table. Est-ce un légume? Est-ce un fruit? Les Anglais le mangent au dessert, ce qui étonne. Restaurant, on doit toujours demander des mets qu'on ne mange pas habituellement chez soi. Quand on est embarrassé, il suffit de choisir les plats que l'on sert aux voisins. 13. Éviter d'être 13 à table, ça porte malheur. Les esprits forts ne devront jamais manquer de plaisanter. Bon, qu'est-ce que ça fait? Je mangerai pour deux. Ou bien, s'il y a des dames, de demander si l'une d'elles n'est pas enceinte. Cidre, gâte les dents. Café, donne de l'esprit, n'est bon qu'en venant du Havre. Dans un grand dîner, doit se prendre debout. La vallée sans sucre, très chic, donne l'air d'avoir vécu en Orient. Eau. L'eau de Paris donne des coliques. L'eau de mer soutient pour nager. L'eau de Cologne sent bon. Gibelotte, toujours faite avec du chat. Le bouilli, c'est sain, inséparable du mot soupe, la soupe et le bouilli. Extrait d'une lettre à Louise Collet, 23 novembre 1846. On ressemble plus ou moins à un mets quelconque. Il y a quantité de bourgeois qui me représentent le bouilli. Beaucoup de fumée, nul jus, pas de saveur. Ça bourre tout de suite et ça nourrit les rustres. Il y a aussi beaucoup de viande blanche, de poissons de rivière, d'anguilles déliées vivant dans la vase des fleuves, d'huîtres plus ou moins salées, de têtes de veau et de bouillies sucrées. Moi, je suis comme le macaroni au fromage qui file et qui pue. Il faut en avoir l'habitude pour en avoir le goût. On s'y fait à la longue, après que bien des fois le cœur vous est venu aux lèvres. Que sont ces tristes penchants? Ne vaudrait-il pas mieux prendre les poires qui pendent au haut des arbres ou les melons qui jaunissent sur du bon fumier? Toujours à Louise Collet, le 3 juillet 1852. Je suis un barbare, j'en ai l'apathie musculaire, les langueurs nerveuses, les yeux verts et la haute taille. Mais j'en ai aussi l'élan, l'entêtement, l'irascibilité. Normands, tout ce que nous sommes, nous avons quelque peu de cidre dans les veines. C'est une boisson aigre et fermentée et qui, quelquefois, fait sauter la bonde. Merci la compagnie, merci de lui avoir donné la parole ainsi. Et on n'a pas vu le temps passer parce que 7h15 elle a filé. Je ne vais pas vous redonner la parole, mesdames. Marie-Hélène Lafont, je sais que vous n'aimez pas le cidre, donc vous n'allez pas en faire la promotion. Et
Valérie Duclos, merci pour ce très beau livre. Merci à vous. Je ne sais pas si nous avons fait le tour du personnage, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, on se quitte en vous souhaitant une très bonne année Flaubert. Merci. 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 Époque, le Salon des livres de Caen, 2021.